Bonsoir très chers téléspectateurs, bonsoir, vous nous suivez de partout, merci. Vous êtes dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. La semaine passée, vous nous avez suivis où nous avons reçu pour vous une grande entrepreneur et spécialisée dans le domaine de l'agro-business en RDC. Il s'agit de Madame Espérance Belaou, avec qui elle a parlé de l'importance de créer de l'emploi grâce à l'agriculture. Elle était au Congo-Brazzaville avec la Banque africaine de développement ainsi que la BIT et elle a présenté cette vision pour que l'agriculture soit ces secteurs qui permettent d'offrir de l'emploi aux jeunes. Ce soir, nous venons avec un nouveau numéro où nous allons à la rencontre des négociants et diamantaires en RDC. Ce domaine si prestigieux, ce secteur si prestigieux qui a fait sortir de grands noms, mais quel est le panorama de ce secteur actuellement? Les acteurs qui travaillent dans ce domaine, que sont-ils devenus? Quelle est la réalité du secteur du diamant? Et surtout par rapport aux négociants et diamantaires en RDC. Pour vous présenter mon invité de ce soir, permettez-moi d'aller saluer tous nos téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. Je commence par l'est de la RDC où je suis à Walungu, où je vais à Beni, Butembo, Lubero. Je reviens au Haut-Katanga, je repars dans le Kasai. Vous nous suivez de Kananga, vous nous suivez de Mbujimai. Soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro du magazine Data Market. Vous nous suivez à Kinshasa, vous nous suivez au Grand Équateur, l'ancienne Bandundu. Soyez le bienvenu. En Afrique, vous nous suivez. Je commence avec les pays limitrophes de la RDC, le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola. Je vois le Congo-Brazzaville, je vois la Centrafrique, la Zambie. Merci de nous suivre. Au nord de l'Afrique comme au sud de l'Afrique, vous nous suivez. Je vais en Europe, là vous nous suivez, vous êtes notre bastion. Vous êtes en Belgique, vous êtes en Suisse, vous êtes en Hollande, Norvège. Vous êtes à Lisbonne, soyez le bienvenu dans votre numéro. Je vais de l'autre côté en Amérique. Là, je vois le Canada, Montréal, Québec, Laval. Merci de nous suivre, de nous soutenir. Merci pour vos messages. Je reviens aux États-Unis. Là, je salue tous ceux qui nous suivent à Denver, à Washington, à Dallas, là où j'ai de la famille que je salue. Je vais au Brésil où nous sommes soutenus. Là, je vais à Rio de Grande Hall de Sul. Merci de nous suivre. Et tous ceux qui nous suivent aussi grâce à notre chaîne YouTube Sanforien KTND TV ou sur notre page Facebook Data Market. Merci de nous suivre à Dubaï, en Chine, en Indonésie, en Australie. Merci de nous suivre au Japon. Ce soir, nous venons à la rencontre d'un grand monsieur, monsieur Albert Kalonji Mulopwe, qui est le président national de la Fédération congolaise de l'or et de diamant. Ici, en RDC, il nous reçoit chez lui. Il nous convie pour partager cet grand échange par rapport aux négociants et diamantaires en RDC. Monsieur Albert Kalonji Mulopwe, bonsoir. Bonsoir, messieurs les journalistes. Merci de nous recevoir chez vous. C'est moi qui vous remercie puisque vous vous êtes cassé à 1000 morceaux. Vous avez laissé vos nombrables préoccupations pour venir jusque chez nous. Nous vous remercions. Ça nous va tout droit au cœur. Albert Kalonji Mulopwe, le secteur du diamant, ce secteur qui faisait rêver des grands noms, mais depuis quelques années, plus rien. Plus rien, ces grands noms, vous êtes plus en Angola, vous êtes plus ailleurs, mais dans votre propre pays. C'est la raison pour laquelle nous venons à votre rencontre pour comprendre la réalité de ce secteur. Pour ceux qui nous suivent maintenant partout dans le monde, c'est qui un négociant? C'est qui un diamantaire? C'est qui cet acteur qui travaille dans ces secteurs, surtout dans le secteur de l'artisanat? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Pour commencer par là où vous avez terminé, un négociant, c'est un commerçant de diamants connu officiellement dans son pays, reconnu par les institutions de la République et qui travaille pour acheter auprès de creuseurs et vendre auprès de comptoirs agréés.
hein, pour dire, vous dites dans votre secteur, il n'y a plus beaucoup d'activités. Les gens sont peut-être en Angola et ici, le secteur est en train de se mourir. Mais nous disons, il n'y a pas un pays sans le cultivateur. Je viens de suivre l'élément que vous venez de montrer maintenant. Il y a une entrepreneur qui parle plus de l'agriculture. L'agriculture doit être priorité de priorité. Mais nous, on nous a coupé de l'agriculture, puisque le produit que nous vendons provient des creuseurs. On a privé les creuseurs les champs d'exploitation. Alors c'est difficile que la marchandise soit sur le marché. C'est ainsi que vous voyez les gens qui partent en Angola, les gens qui sont venus ici, qu'on appelle les Wewa, les gens qui sont même tentés par l'histoire de Kamwana Sapo, puisque la jeunesse s'est vue abandonnée à elle-même. Alors à cet instant-là, les jeunes ont commencé à se débrouiller tant bien que mal. Et il y a encore plus fort que ça, les Bayanda. Les jeunes gens qui tractent le vélo avec une très très grande charge de toute une camionnette derrière pour une distance de 300, 200, 100 km pour être payés qu'à 20 000 francs congolais. Et beaucoup d'entre eux meurent en cours de la route. Alors, nous, en tant que responsables, la responsabilité nous incombe de parler de ce secteur puisque c'est de là où nous sommes, c'est de là que nous sommes devenus ce que nous sommes. Alors nous ne pouvons pas abandonner les autres comme ça à leur propre triste sort. C'est ainsi que nous demandons que les nouveaux présidents de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, qui a fait le tour de tous les pays, et il sait dans quelle précarité les gens de Diamant vivent. Moi qui vous parle, quand il est arrivé à Tchikapa, c'est moi qui lui ai pris à bord de ma voiture. Ils étaient avec le président Caméré, maintenant le directeur de cabinet de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Moi-même, j'ai pris la sécurité de mes deux autres à main, j'étais au volant. Alors, la joie est là, tout le monde réclame le changement est là, alors nous remercions notre bon Dieu puisque nous avons vécu aussi cette période. Il y a les gens qui n'ont pas vécu cet événement ici. Ils y croyaient, mais maintenant, ils sont partis sans vivre ça. Et nous remercions notre Dieu, la passation pacifique et civilisée du pouvoir. J'ai vu les deux frères qui s'embrassaient, j'ai vu les deux frères qui s'accompagnaient, j'ai vu les deux frères qui se complétaient. Donc c'était un événement du siècle. Là, vous parlez de l'actuel sénateur à vie, Joseph Kabila Kabange, avec son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Président Albert, sans vouloir vous interrompre, mais nous sommes arrivés à cette situation comment? Comment ce secteur est arrivé là? Est-ce que vous pouvez nous résumer qu'est-ce qui a été la cause du déclin de ce secteur, du déclin des activités des acteurs dans les secteurs de diamant, les négociants en diamant? C'est arrivé comment? Ok, nous commençons par le commencement. C'est les creuseurs, comme je venais de le dire, qui est la genèse du diamant. Donc, s'il n'y a pas les creuseurs, il n'y a pas la marchandise sur le marché. On a privé les creuseurs les champs d'exploitation. Qu'est-ce que je veux dire par là? On a donné les carrés miniers. Les carrés miniers a supprimé tous les systèmes. Donc le problème commence avec les carrés miniers. Avec les carrés miniers. Puisque nous tous, nous avons le billet de 500 francs. Si vous regardez dans le billet de 500 francs, on a vanté l'exploitation artisanale par l'autorité monétaire qui est la Banque centrale. C'est une activité qui a un grand apport dans l'économie de notre pays. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand on a commencé avec ce système d'octroyer les cahiers, les carrés si je ne m'abuse pas, les gens ont perdu l'espoir parce qu'il n'y a plus
l'occasion d'accéder dans des bureaux, dans les carrés, puisque les propriétaires ne veulent pas à ce que les gens qui doivent exploiter entrent là-bas. Et s'ils entrent, ils doivent tout d'abord payer les jetons. En dehors des jetons, les graviers doivent être coupés. Après que les graviers soient coupés, tout un diamant d'un carat appartient au propriétaire du carré. Bon, en dehors de ça, toute la production doit être achetée par le propriétaire du carré, lui qui ne connaît même pas le diamant, qui n'est même pas acheteur. Et maintenant, il y a encore plus fort que ça, la coopérative minière. La coopérative minière vient animaliser les gens. C'est l'esclavagisme. On ne peut pas imposer à un opérateur économique d'être que dans telle banque, pas une autre. Mais la coopérative minière, c'est quoi? Quelqu'un qui vient ici, qui prend ce document, il va là-bas, il dit ça c'est mon carré, vous tous vous devez être mes sujets. Dans le sens que toute la production, c'est moi qui dois acheter, vous, je dois vous payer par mois. Mais prenons à titre d'exemple. Quelqu'un a mis 100 $. Il trouve tout de suite là dans la production les diamants de 500 000 $. Mais l'autre qui a produit, il ne va se contenter que de 20 $ qu'on lui paye comme salaire mensuel. Alors, est-ce que nous, en tant que président de ce secteur, est-ce que nous pouvons accepter cette injustice-là? Mais Président, sans vous interrompre, si on est allé, on a choisi la vente de carrés miniers, c'est parce que dans le secteur de l'artisanat, permettez-moi, il y avait un certain désordre et que les choses n'avançaient pas des années, vous n'investissez pas, vous organisez pas. Quand vous ne prenez pas de l'avant, vous ne vous organisez pas. L'État vient donner l'ordre. Non, permettez, avant que j'oublie. Allez-y. Vous dites que nous n'investissons pas, c'est faux, archi faux, puisque tous les immeubles que vous voyez dans la zone kassayenne, c'est construit par les négociants de diamants et les creuseurs eux-mêmes, puisque nos villes n'ont pas connu la construction du temps colonial. En plus, après même le temps colonial, il n'y a pas eu le plan de développement de nos villes. Si vous voyez aujourd'hui, il y a des immeubles à Chikapa, il y a des immeubles à Mbujimaï, mais ce sont les diamantaires qui ont construit. Ça, c'est un investissement. Et puis de deux, je ne pense pas que quand vous êtes ici chez nous, chez moi, vous pouvez croire que ce n'est pas quelqu'un qui a investi, c'est quelqu'un qui est dans... En termes d'entreprise, entreprise dans le secteur du diamant, c'est toujours, vous avez laissé la même mise à l'État. Par exemple, vous pouviez avoir des actions privées. Par exemple, la plupart des entreprises qui viennent de l'Afrique du Sud, qui viennent des États-Unis, ici, par rapport au carré minier, sont des entreprises privées. Laissez-moi vous donner la matière. Allez-y, donnez-nous la matière, Président. Je disais tout d'abord que quand on a privé le creuseur des champs d'exploitation, c'est ainsi qu'il y a eu la diminution de la production dans le secteur. Je donne un titre d'exemple. Vous tournez avec 1 200 000 par an. Et que quand il y a la baisse de production, vous vous retrouvez avec 300 000 $ par an. Vous voyez que vous avez perdu tout votre capital. Alors, dans cet état-là, même l'État ne peut pas se retrouver. Comment ça s'est fait? Quand les gens partent en Angola, ils sont dans les carrés miniers. On les chasse dans les chantiers miniers. On ne chasse pas dans la ville. Si vous êtes à Luanda, on ne va pas vous chasser. Si vous êtes dans des grandes provinces, on ne va pas vous chasser. On les chasse dans des mines. Pourquoi? Puisqu'ils partent exploiter là-bas. Mais ici, nous avons le même diamant. Nous pouvons contenir notre population à l'intérieur de notre territoire. Il y a eu un gisement qui était sorti à Kamonia. Je vous dis qu'on est allé chercher M. Mbomboko qui n'avait rien à voir avec ces carrés-là. Il y a eu des autorités qui se sont impliquées. Il y a eu des choses. Non, c'est la cacophonie totale. Maintenant, pour organiser le secteur, comme je viens de vous dire que l'autorité monétaire a vanté la production artisanale, il faut qu'on supprime les carrés miniers pour donner la possibilité à tous les Congolais de faire l'exploitation. Celui qui investit, il investit à risque. Puisqu'on n'est pas sûr que là où on investit, on va avoir les diamants. Il y a des montagnes de graviers qui sont restés
sans que ça passe au tamisage, puisqu'on a commencé à tamiser. Après un moment, on voit qu'il n'y a pas le bon résultat. Les gens se découragent, ils disent non. Maintenant, comme ça ne paye pas, on laisse ces graviers là. Donc, nous sommes dans les tâtonnements. C'est lui qui investit, il doit prendre tous ces risques-là. Ce n'est pas celui qui n'a rien fourni comme effort, qui vient ici, qui prend les documents et qui commence à considérer les autres comme ses propres esclaves. Je vous dis, il y a encore plus fort que ça. Dans les carrés miniers, vous ne pouvez même pas faire les champs là-bas. Vous ne pouvez même pas couper les sticks. Vous ne pouvez pas prendre les caillasses. Les caillasses pour construire des maisons, vous ne pouvez pas. Tout ce qui est là-bas, même pas de l'eau. Vous ne pouvez pas y faire la pêche. Vous ne pouvez pas y faire la chasse. Donc, tout c'est pour les souverains pontifes qui est là. Alors, nous ne pouvons pas accepter des choses comme ça. C'est pourquoi nous demandons au nouveau gouvernement, qui est d'ailleurs le nôtre, que ces systèmes de carrés miniers soient supprimés. Je ne vous remets pas dans l'histoire. Le Belge n'acceptait pas à ce que leurs propres frères descendent dans des zones minières. On appelait ça les zones rouges. C'est pourquoi on avait déménagé l'administration de Chikapa à Lebo, de Mbujimai à Kanang, puisqu'ils croyaient que les gens qui vont entrer là-bas vont en abuser, ils vont acheter les diamants sans en avoir l'autorisation, ils vont creuser et tout. Bon, maintenant est venue la période que nous avons accédé à l'indépendance. Il y avait les systèmes de sauf-conduit pour accéder dans des zones minières. Mais ces systèmes-là partis où? Bon, après ça, nous avons vécu les gens qui pourchassaient les gens avec les hélicoptères. On l'appelait Chamakanda. Avec des chocs. On tirait les gens à bout portant. On ne pouvait pas toucher aux diamants. Quand vous êtes attrapé avec les diamants, on vous condamne et on vous met plus loin de votre famille. C'est ainsi que nous avons connu les Ankenga, le Boulot, des choses comme ça. Nous étions encore des petits-enfants. On vous arrache tout. Tout ce que vous pouvez avoir comme avoir, on vous arrache tout. Ça dit quoi? Les diamants, c'est une matière stratégique. On ne peut pas les considérer comme n'importe quel minerai. En plus, c'est une minerai précieuse. D'autres minerais sont semi-précieuses. C'est ainsi que nous demandons, il faut qu'il y ait un ministère du diamant. Un ministère à part entière. Un ministère à part entière du diamant. Vous avez vu le diamant d'Ngoye Kassanji dont on parlait. C'est moi qui détenais la clé des coffres. C'était juste une petite histoire comme ça. Et ça coûtait 17 millions de dollars. Une petite histoire. Quand on nous a remis cette pierre-là à la Banque centrale, il l'a mise où? Dans la poche de son costume, de sa veste. Alors, vous voyez que nous avons énormément de richesses et que nous-mêmes, nous ne savons pas protéger. Maintenant qu'il y a le gouvernement du peuple, le peuple d'abord, nous sommes sûrs que notre demande est la bienvenue. Albert Kalonji Moulopoué, c'est enrichissant ce que vous êtes en train de dire parce que vous êtes vraiment né dans le domaine, nous le sentons même. Quand vous parlez de Chamakanda, quand vous parlez des différentes étapes dans la vie de ce secteur du diamant, nous sentons qu'il y a vraiment de la matière, comme vous l'aviez si bien souligné. Pour tous ces jeunes qui nous suivent aujourd'hui, ces jeunes entrepreneurs qui ont des financements, qu'ils soient de la diaspora d'ici, mais qui voudraient se lancer dans ces secteurs-là, pouvez-vous nous expliquer les différentes étapes du diamant qu'on va chercher dans la carrière jusqu'à la vente? Quelles sont les différentes étapes que l'on doit connaître? Oui. Merci. D'ailleurs, quand on parle de l'exploitation artisanale, je vais bien préciser, c'est l'exploitation avec les moyens manuels. Ce n'est pas avec les engins. Quand le creuser achète, il y a la catégorisation des négociants. Les négociants sont des commerçants qui sont appelés abusivement des trafiquants. Non, nous ne sommes pas des trafiquants. Les trafiquants, ce sont des clandestins, ce sont des mafieux. Nous sommes des négociants. Nous sommes catégorisés en 4 catégories. Il y a la catégorie A, la catégorie B, la catégorie C et la catégorie D. La catégorie D achète des chantiers en chantier. Donc, il est très proche
des creuseurs. Ils vont à la catégorie ils vont à la catégorie C. La catégorie C récolte aussi auprès des autres catégories pour vendre à la catégorie A. Et s'il vous plaît, à la catégorie B. Et la catégorie B vend à la catégorie A et la catégorie A vend au comptoir agréé. Pourquoi toute cette chaîne-là? Puisque, vous savez, dans les commerces, c'est comme les engrenages. Quand un engrenage prend en charge une charge, après un moment, il cède à l'autre, et ainsi de suite. Mais si un engrenage est coupé, c'est-à-dire la chaîne ne va pas être respectée, donc la rotation des engrenages dans un sphère, ça ne va pas respecter le même alignement. Donc c'est comme ça aussi le diamant. Quand toutes ces catégories-là se vendent, donc ça laisse d'impact, ça laisse l'économie aux environs de ce qu'ils ont vendu là. Donc tout le monde se retrouve jusqu'à l'exportation. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Il y a la concurrence déloyale. Les diamants quittent directement du puits jusqu'à l'exportation. Ça ne laisse pas la traçabilité, ça ne laisse pas l'impact sur toute la ligne de commercialisation. C'est ainsi que nous disons, pour éviter la concurrence déloyale et la destruction de la classe moyenne, que les comptoirs restent à Kinshasa, que les négociants achètent à l'intérieur du pays, qu'ils viennent vendre au comptoir agréé à Kinshasa et que les comptoirs se limitent seulement à faire l'exportation. Pourquoi nous disons se limitent seulement à faire l'exportation? C'est parce que nous produisons pour importer des devises afin de soutenir notre économie. Et nous allons même plus loin. Il faut que le comptoir n'achète que dans les chèques en dollars. Pourquoi nous le disons? La place de l'argent, ce n'est pas dans les coffres forts des gens. La place de l'argent, c'est dans les banques. Mais si vous voyez parmi tous ces acheteurs, beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas de compte en banque. Ils thésaurisent l'argent. Et qu'il y ait la nette différence entre leur résidence et leur bureau de travail. Que le bureau de travail facilite l'accès à tous les services de contrôle de l'État pour contrôler leur coffre-fort, celui qu'on attrapera avec l'argent dans les coffres-forts, qu'il soit arrêté, puisqu'il thésaurise l'argent. En plus de ça, le diamant qui doit être scellé pour l'exportation, ce n'est que les diamants qu'on a achetés par les chèques en dollars, qu'on a certifiés par la facture du CEC et qui est scellé dans l'enveloppe. Et à ce moment-là, on est sûr que c'est le même diamant qui était déclaré, c'est le même diamant qui est en exportation. Pourquoi? Puisqu'ils peuvent faire le malin. Ils achètent peu, ceux qui vont faire sceller dans les enveloppes, et puis les diamants achetés ailleurs pour frauder, et ils viennent mettre là-bas pour avoir le certificat de Kimberley. Alors ça, nous ne pouvons pas être d'accord. Il y a plus la matière là-dessus que nous devons donner. Il y a beaucoup de matières, puisque c'est un domaine purement très sensible. Nous comprenons vraiment, ça nous permet d'ouvrir l'esprit et de comprendre quelle est la réalité de ce secteur. Nous allons aussi à cette question, comment reconnaître la valeur d'un diamant? La plupart des jeunes entrepreneurs qui vous suivent, que ce soit de la diaspora d'ici, vous avez parlé d'un diamant de 17 millions. Comment on sait que ce diamant a 17 millions? Comment on certifie les carats? Est-ce que vous pouvez nous expliquer en tant qu'expert dans ce domaine? Merci. Le diamant, c'est une expertise. Moi, je suis expert et c'est une révélation de Dieu, tout d'abord. Puisque vous ne me direz pas, tous nos creuseurs qui creusent les diamants là-bas, qui font les tamis, qui attrapent les diamants dans les tamis, ah, c'est formidable. Tout le monde n'a pas été à l'école pour aller étudier les diamants. C'est une révélation divine. Et ils font la distinction entre la fausse pierre et les diamants. Donc, ça, c'est une révélation. Bon, maintenant, pour faire l'expertise, il faut être initié à avoir aussi la révélation de Dieu. Puisqu'il y a le diamant qui peut coûter beaucoup d'argent, qui vous passe sous les yeux. Si vous n'avez pas cette révélation-là, vous n'allez pas bien l'expertiser, vous n'allez pas bien l'estimer,
À ces moments-là, ce sont des millions qui vous échappent. Donc c'est pourquoi nous, dans notre secteur, nous prions toujours notre Dieu. Des fois même, nous pouvons faire une expertise exagérée. Cela nous engage notre responsabilité. Donc vous avez droit de perdre si vous voulez vendre. Vous avez droit de perdre puisque vous avez exagéré avec votre expertise, votre estimation. Alors, pour donner la valeur des diamants, il faut avoir des matériels. Il faut avoir la loupe tout d'abord pour regarder l'intérieur du diamant. S'il y a des inclusions, il faut avoir la machine de couleur pour déterminer la couleur après la taille. Ce diamant ici qui est à l'état brut va sortir quelle couleur. Si vous m'aviez dit avant, j'ai la machine avec moi ici, j'allais vous la montrer. Elle coûte énormément cher, c'est 25 000 $, la machine de couleur. Il faut avoir la balance pour peser les caritages dont vous avez dit, le prix par carat. Donc à chaque diamant, il y a une classification, il n'y a pas le prix précis pour les diamants. Il y a plutôt le prix précis pour chaque classification, puisqu'il y a les clivages, il y a les bottes, il y a les gemmes, il y a les diamants de couleur, les pierres spéciales. Il y a plusieurs catégories comme ça. Donc, si on nous dit, nous, qu'aujourd'hui, on va mettre le diamant, l'Amiba a vendu un lot de diamants à 13 $. Moi, je ne sais pas comment ils sont arrivés au prix de revient de 13 $. Je ne comprends pas, puisque dans le jugement, il n'y a pas que les mêmes pierres de même valeur. Il y a des pierres de grandes valeurs là. Il faut mettre chaque pierre à sa place, l'estimer et tout. Donc, nous croyons que c'est un métier qui demande beaucoup de sagesse et beaucoup d'expertise. Monsieur Albert Kalonji Moulopoué, vous nous éclairez par rapport à ces secteurs. Beaucoup ne sont pas initiés, ils comprennent l'intérêt. Maintenant, parlons de cette relance, parce que nous devons relancer notre économie. Une économie est relancée par ses fils et ses filles. Nous parlons de ce secteur, le diamant. Aujourd'hui, le secteur artisanal ne brille plus. S'il vous était demandé de conseiller l'actuel chef de l'État pour relancer le secteur artisanal du diamant en RDC, par où devront-on commencer? Nous devons commencer par les commencements, par réhabiliter les creuseurs, pour que les creuseurs s'intéressent au métier. Le métier est devenu moins important maintenant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'argent. Non, puisqu'il n'y a pas des espaces pour l'exploitation. Je venais de vous le dire. Donc il faut remettre les espaces, que les creuseurs puissent accéder à leurs espaces dans des carrés miniers, si on peut appeler. Parfait. Alors, c'est le travail qui va augmenter la production. Qui va augmenter la production? Ce sont des creuseurs. Ils vont fouiner partout et là où ils peuvent tomber sur le jugement, ils tombent. Et je vous dis que ce n'est pas facile. Les gens perdent de l'argent comme ça en creusant. Ils les investissent à l'obscurantisme. Ils ne savent pas quel est le résultat qui viendra après cet investissement. Mais après, je vous ai parlé des collines, des graviers qui sont non tamisés. Donc, c'est un risque. Mais qu'on permette quand même aux gens de prendre ce risque-là. Puisque Dieu étant omnipotent, il parvient toujours à satisfaire ses enfants. Voilà. Donc, si on laisse la production artisanale, la production va augmenter et tout le monde va s'intéresser au travail. Et puis, l'État va se retrouver. Comment l'État va se retrouver? Cette fois-ci, nous voulons restructurer le secteur par le paiement des taxes. Le creuseur doit payer sa taxe de 10 $ pour creuser. Prenons l'exemple que notre secrétaire général avait donné dans une des chaînes de télévision. Il avait dit, à titre d'exemple, 3 millions de creuseurs. Bon, chaque creuseur paye 10 $. Nous sommes déjà au-delà. Bon, et si la carte des négociants, elle est à
selon des catégories. Mais la plus forte carte de la catégorie A dont je venais de parler ici, c'est 500 $. Prenons, vous avez 10 000 négociants pour l'ensemble du pays. Faites vous-même les calculs. Et cette taxe-là est forfaitaire et annuelle. Pour accéder au travail, vous devez acheter votre carte du travail. Bon, maintenant, sur le diamant produit dans des provinces pour que ça vienne à Kinshasa, il faut qu'on paye un pourcentage de la province. Tout négociant qui va amener son diamant à Kinshasa, il doit le faire sceller par le service de CEC et on amène ça à Kinshasa, au service de CEC d'abord, on vérifie la conformité du colis qui a quitté à l'intérieur et puis on laisse le monsieur aller vendre son diamant sur le marché. Après la vente, il doit justifier au service du CEC et des mines que j'ai vendu dans un comptoir agréé, voici la facture, voici mon chèque qui correspond. Et puis, il tire les photocopies, il laisse à ces niveaux-là, le niveau qu'on avait décelé le colis. Et là où on avait scellé, il doit faire la même gymnastique pour déposer la facture et le chèque en dollars qui justifie l'émission de la facture. Donc voilà. Et au niveau de l'exportation, tous les services de l'État sont là pour frapper toute la marchandise des taxes. Albert Kalonji Moulopoué, parlons maintenant de la gestion des comptoirs. Comment est organisé un comptoir de diamants? Nous avons la chance de vous avoir sur ce plateau. Merci. Data Market. Oui, dans l'autre chaîne, nous avions un seul comptoir qui fait la fierté de tout le Congo aujourd'hui et de tout le peuple kassaïen, en particulier les diamantaires. C'est Kassai Wabalengel, Kawebe en cycle. Ce comptoir-là a résisté et il est toujours le premier parmi tous les comptoirs que vous croyez que ce sont les expatriés qui ont des fonds, ce sont des expatriés qui font ça. Ça, c'est un complexe. Nous devons nous départir de ça. Donc, dans le comptoir agréé, il y a les acheteurs. C'est le même système que je venais de vous dire ici, qu'il y a les acheteurs aussi, dont nous sommes les négociants. Et puis, après avoir acheté, on scelle la marchandise. La marchandise, disons bien, les diamants, au service des CSC, on établit les certificats de Kimberley. C'est un certificat qui doit accompagner les diamants pour les bourses extérieures. Et quand on vend à l'extérieur, ces diamants-là, sa finalité, c'est où? C'est la taillerie. Mais le certificat de Kimberley se limite seulement de prendre en charge les diamants bruts. Quand les diamants passent à la taillerie, il y a un autre certificat. Là, c'est le certificat de taille. Voilà comment ça se passe. Nous avons parlé des comptoirs. Parlons de fonds parce que vous avez dit que c'est un complexe. Le Congolais lui-même avait ses capitaux nécessaires pour financer le monde du diamant, le secteur du diamant, mais on a aujourd'hui les capitaux venant des Libanais, des Indiens. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on croit plus que c'est l'étranger qui a assez de moyens pour faire ce travail dans le domaine du diamant? Et pourtant, nous avons compté des très grands noms dans ces secteurs, ici en RDC, qui restent même des légendes. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est complexe par rapport aux capitaux étrangers? Oui, mais je venais de vous dire qu'il y a le comptoir des Congolais, le KWB, qui est toujours le premier depuis 2005 ou 2006, comme ça. Il est toujours le premier. Il a été même félicité par les ministres des Mines. Donc, je vous dis, c'est un problème aussi de la mentalité. Vous savez, ce complexe-là, tout le monde en souffre, mais il faut savoir se départir de ça. Il faut savoir se départir de ça. Nous, ici, dans la République démocratique du Congo, le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, il nous a dit qu'il y a 3 milliards de dollars qui échappent dans notre secteur chaque année.
3 milliards de dollars, je pèse bien le mot. Nous sommes partis à Shanghai, dans le processus international de Kimberley, là où tous les diamantaires du monde se réunissent. Les Américains ont dit que chaque année, il y a 3 milliards de dollars qui échappent à la RDC. 3 milliards. Le même chiffre que nous avons entendu ici par le président de la République honoraire Joseph Kabila Kabange, c'est le même chiffre que nous avons entendu de l'autre côté. J'ai demandé aux membres du gouvernement qui étaient dans la réunion, qu'en dites-vous? Ils ont dit, mais ces histoires-là ne nous concernent pas. Ce sont les histoires entre les Libanais et les Européens. J'ai dit, mais on parle de notre pays. Vous dites des choses comme ça. Ce sont les Libanais et les Occidentaux qui vont s'accaparer de notre pays. Mais les 3 milliards là qu'on parle, c'est les 3 milliards qui proviennent de chez nous. Et nous avons déjà entendu, puisque je ne pouvais pas leur dire d'où la source de notre information. Mais nous savons comment il faut capter les 3 milliards. Nous savons comment il faut les capter pour que ça rentre dans les trésors publics. Nous étions déjà dans la démarche avec le président de la République sortant pour faire un holding ici. Un holding. Et puis, ça allait être vraiment quelque chose de formidable. Voilà que il est arrivé ce qui est arrivé. La menace pèse toujours sur le pays. Si vous faites ça, nous allons vous tuer. Si vous faites ça, nous allons faire éclater la guerre. Si vous faites ça, nous allons faire. Mais nous ne pouvons pas nous dire indépendants quand nous ne sommes pas maîtres de notre propre richesse et de notre propre économie. Voilà. Albert Kalonji Mouloupoué, avant de commencer cette émission, dans la préparation, nous avons été contactés par plusieurs Congolais vivant à l'étranger de la diaspora. Dans la rédaction, je leur ai expliqué que je serai aujourd'hui reçu par le président de la FECODI. Ils m'ont demandé de vous poser des questions. Comment sensibiliser ces Congolais qui sont à l'étranger, qui veulent aussi venir investir dans le secteur du diamant en RDC, mais qui sont découragés. Comment les encourager à venir investir? Est-ce que vous pouvez envoyer un message à l'endroit de tous nos frères et sœurs de la diaspora qui veulent investir, mais qui ne savent pas par où commencer? Comment les motiver? Ok, nous disons à nos frères que nous nous sommes battus pendant beaucoup d'années. Et nous disons aussi que, comme nous venons de le dire au fait, que le pays est sous la haute menace des gens qui veulent toujours s'accaparer de nos minéraux pour nous laisser dans la pauvreté. Voilà pourquoi il y a eu la promulgation de ces codes miniers qui n'a même pas connu une petite exécution. Mais vous voyez comment les gens complotent contre le pays. Les propres fils du pays qui complotent contre leur propre pays à l'extérieur pour qu'on revienne encore dans l'ancien système d'où on prenait tout et on ne laissait rien aux Congolais. Alors, maintenant que la menace est là, nous devons nous tous y faire face. Comment? Nous devons prendre notre courage en main pour que ces codes soient exécutés. Ce qu'il faut améliorer, c'est insérer la disposition de suppression des carrés miniers et ramener les comptoirs au niveau de Kinshasa. Ça, c'est à court terme. Limiter le champ de manœuvre des comptoirs, qu'ils achètent que dans les chèques en dollars et dans les bureaux bien répertoriés, pas dans leur résidence. Et que les heures du travail soient scrupuleusement respectées. Et nos frères qui sont à l'extérieur, quand ils verront que le travail a recommencé au Congo, les gens se font de l'argent, il y a l'économie qui est maintenant dans les mains des Congolais, et ils viendront demain. Et ils peuvent déjà compter qu'avec ce pouvoir qui est le leur, 5 ans, c'est pas peu. Dans 5 ans, nous pouvons beaucoup faire. Et c'est dans la continuité de ce qui est déjà fait par le gouvernement sortant, par le président sortant, en nous donnant le code minier, dont nous avons la possibilité d'évaluer chaque année qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et ce que nous refusons, c'est quoi?
c'est l'intrusion de l'extérieur. L'extérieur ne peut pas nous contacter, c'est pas même contacter. Vous contrôlez. C'est pas même contrôler. Le mot est plus grave que je voulais dire. Nous dicter ce que nous devons faire dans notre pays. Non, vous devez vous comporter ici comme ça, là-bas vous devez vous comporter comme ça et tout et tout. Pourquoi? Quand ils ont leurs problèmes chez eux, nous ne nous ingérons pas. Mais pourquoi chez nous ça doit être des injonctions, des menaces toujours? Nous allons tuer, nous allons faire la guerre et vous allez voir pourquoi. Donc moi je vois que le nouveau code minier vous arrange. C'est bénéfique pour le pays. Ça nous arrange pour le pays, tant bien même que ce n'est pas encore entré en exécution. Nous voulons le juger à l'œuvre. Mais il y a des dispositions, des articles, c'est pas des dispositions, des articles qui a été omis par le ministre des Mines, volontairement d'ailleurs, puisque nous étions dans l'atelier de préparation de ces nouveaux codes miniers. Je demanderai au caméraman de prendre ça. Et tout le monde a été là. Même les entreprises extérieures qui font trop de bruit là-bas. Tout le monde a été là. Nous avons rédigé ces documents. Et nous l'avons remis au ministre de tutelle, le ministre des Mines, Martin Kaboulou. Mais il a élagué les dispositions qui nous concernaient. Vous pouvez lire vous-même, puisque si moi je lis, peut-être que je vais faire les commentaires là-dessus, je vais retrancher un petit virgule pour mettre un point. Là, c'est quelle page? Page 35. Oui, là où j'ai souligné, là, j'ai mis les crayons. Donc là, nous sommes dans la page 35, vision, points 7 et 8, que l'État supprime ou annule tous les titres miniers dormants non exploités et, dans la mesure du possible, les ouvrir à l'exploitation artisanale. Point 8, que les comptoirs d'achat des diamants soient utilisés à Kinshasa et non dans les provinces. Donc, ce sont ces deux points qui ont été élagués. Voilà pour ça, j'ai failli même en arriver au coup de poing, puisque les gens ne voulaient pas entendre ça. Alors, j'ai dit, mais à quoi bon la révision de ce code minier si ça ne protège pas les Congolais que nous sommes? Voilà. Et vous allez trouver là-bas, mon nom est là. Et ce que j'ai dit ici, ces documents se trouvent dans les cabinets. Donc, vous êtes le numéro 58, le nom Albert Kalonji, Fekodi, Kinshasa. Voilà. Alors, c'est ça, les deux dispositions que nous voulions que ça soit inséré. Mais nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre une ordonnance pour instituer les diamants, la matière stratégique. Les diamants ne doivent pas être légiférés comme toute autre matière première. Je vous ai dit qu'on tirait les gens à bout de champ. Et je vous ai dit des filatures, puisque nous sommes limités par les temps, je ne peux pas tout le temps me répéter, je vous ai dit tout ça. Donc le diamant en tant que la matière stratégique, elle doit être considérée comme telle et avoir une légifération spéciale. Voilà ce que nous demandons à notre propre président. Albert Kalonji Mouloupoué, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges si riches. Nous avons vraiment appris, je ne pense pas que ce sera la dernière fois, d'intervenir dans Data Markets. Parlons maintenant de la Fédération congolaise de l'or et des diamants. Comment elle va? Où est son siège? Comment elle est organisée? Merci beaucoup. La fédération se porte bien. Mais à un certain moment, nous avions mis un bémol. Pourquoi? Puisque nous avons vu qu'on transmettait les messages. Je viens de vous démontrer, c'est juste des articles qui ne sont pas repris dans le code minier. Donc on voyait qu'on donnait la matière, ça servait de fonds de commerce aux autres. Alors au lieu de tout le temps parler, on a dit, on attend. On s'est donné le temps d'attendre. Nous avons attendu. Maintenant, nous avons l'opportunité puisque nous avons un écho favorable de l'autre côté. Nous avons un interlocuteur qui peut entendre notre demande. Et les activités, le siège est là où le bureau est où? Le bureau de votre organisation? Provisoirement, nous sommes à l'enceinte de notre comptoir, KWB,
Mais nous pensons que, comme toute une fédération qui se respecte, nous devons faire des cotisations rapidement pour sortir de ce comptoir-là, qui nous a offert son cadre gratuitement pour que nous soyons ailleurs. Et les membres, sont tous ceux qui exploitent le diamant ici en RDC, que ce soit les étrangers comme les nationaux? Non, pas les étrangers. Vous entendez bien, c'est la Fédération congolaise. Voilà. Donc, il n'y a que les Congolais qui sont des membres effectifs. Mais je voulais un peu éclaircir votre lanterne. Ce n'est pas seulement les diamantaires qui sont membres effectifs de la Fédération congolaise de l'or du diamant. Il y a aussi nos frères qui sont dans l'exploitation artisanale des matières semi-précieuses, qui se sont insérés en nous. Ils ont dit, nous tous, nous avons le même problème, nous devons les défendre. Nous devons nous mettre ensemble pour avoir un écho favorable de l'autre côté. Voilà qu'ils sont ensemble avec nous. C'est pourquoi nous disons que nous avons la représentation sur toute la République démocratique du Congo. Albert Kalonji Mulopwe, c'est déjà la fin de notre entretien si riche. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage ici dans Data Market pour ce numéro? Ce que vous pouvez retenir, messieurs les journalistes, on ne demande pas trop, on ne demande pas peu, mais on demande juste ce qui est de droit. C'est quoi? La suppression des carrés miniers, la réhabilitation des creuseurs dans leurs droits, laisser la population vaguer à ses occupations dans leur propre pays, que ceux qui veulent faire le champ le fassent librement, que ceux qui veulent couper les sticks, qu'ils le fassent librement, que les gens aient quand même les champs pour se retrouver dans leur propre pays. On ne peut pas dire que nous avons un pays quand les gens payent les taxes aux autres qui n'en ont pas droit. Puis, nous demandons que tous les comptoirs soient ramenés au niveau de Kinshasa et qu'il y ait la traçabilité, que les achats ne se fassent qu'en chèque en dollars et à travers les banques, et que tous les services de contrôle aient l'accès dans tous les bureaux d'achat de diamants. Si on trouve la thésaurisation de l'argent, c'est une infraction et la loi doit être... la loi doit punir sévèrement les gens comme ça qui thésaurisent l'argent chez eux. Et quand il y a la thésaurisation de l'argent, il y a une finalité. Donc c'est l'exportation frauduleuse. C'est clair. Alors, nous demandons à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, de nous donner les ministères des diamants. Les diamants, c'est une matière stratégique et en plus, c'est une matière précieuse. Il n'y en a pas deux au Congo. On ne peut pas légiférer dans les diamants comme on légifère dans les matières semi-précieuses. Prenons l'uranium. On a légiféré dans les codes miniers ici. Il n'y a pas l'uranium. Pourquoi? Puisque c'est une matière exceptionnelle. Elle est stratégique. Alors, les diamants aussi doivent en être. Voilà tout ce que nous nous demandons. Merci, très chers téléspectateurs. Vous nous avez suivis de partout dans le monde. Merci. C'était votre magazine Data Market, où nous avons reçu pour vous le président de la Fédération congolaise de l'or et de diamants, Albert Kalonji Mulopwe, qui a bien voulu répondre à notre invitation. Merci à la grande coordination de la FECODI pour l'organisation de cette émission. Merci pour l'assistance de monsieur le conseiller qui était avec nous, monsieur Keitano Kalumba qui nous a accompagnés. Et encore une fois, merci à Albert Kalonji Mulopwe. Je ne pense pas que ce sera la dernière fois. Non, nous sommes toujours à votre disposition dès que le besoin se présentera. Suivez cette émission, vous nous suivez tous les lundis à 22h, juste sur Kin 24, rediffusion sur Kin 24 le mardi à 11h juste. Vous nous suivez aussi sur toutes les plateformes YouTube, la chaîne Sanforia Katende TV, vous suivez
au même instant cette émission sur Internet, sur la chaîne Saint-Froyant Katende TV, ainsi que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook Data Market. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.